Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a au sommaire, on va parler du prix de la bouffe. Un petit peu, c'est les actualités que j'ai vues par rapport aux augmentations de la nourriture. Et apparemment, il y a des nouveautés de ce côté-là. On va parler également aussi de la nature pour mieux manger. Alors ça, c'est pareil, c'est une information que j'ai trouvée sur un site d'actualité un petit peu, on va dire, populaire, et on verra un petit peu ce que ça dit et ce qu'on peut voir et ce qu'on peut vérifier entre guillemets. Et on va parler en dernier sujet, la question d'un auditeur qui me parle de réaction au niveau du visage et de sa diète. Donc on va voir en quoi je pourrais l'aider, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément, je suis pas un gourou, moi, je peux pas répondre à toutes les questions existentielles du monde, physique, santé et compagnie. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour lui répondre. Alors le premier sujet, c'est au niveau de la hausse des prix de l'alimentation. Donc le gros titre, c'est les prix alimentaires ont augmenté de 3% en avril au niveau des pâtes, de l'huile, de la farine, des steaks hachés, du café, du beurre, du poulet et de la semoule. Donc ça fait quand même plus qu'à la base, on avait vu qu'il y avait seulement certaines céréales et les produits laitiers, de mémoire l'huile de tournesol qui avait augmenté, mais que le reste avait plutôt été épargné. Là, ils disent, alors ça date, l'article date du 3 mai. Donc là, aujourd'hui, quand vous m'entendez, on doit être le 10, quelque chose comme ça. Donc selon les données publiées mardi 3 mai par l'IRI, les pâtes sont en tête des plus fortes hausses relevées en avril, avec un bond de 15,3% sur des tarifs sur un an. Donc oui, c'est assez élevé. Elles sont suivies de près par les steaks hachés surgelés, dont les prix ont augmenté de 11,3%. Alors pour les steaks hachés, moi je pense qu'il y a aussi la problématique avec les maladies du poulet là actuellement. Et donc du coup les gens, ceux qui ne veulent pas arrêter de manger de la viande, vont plutôt se tourner vers les steaks. Donc offre et demande, s'il y a plus de demandes, forcément les prix peuvent augmenter aussi, mais pas que. Mais à mon avis, il ne faut pas enlever ça de l'équation, quoi. Donc voilà, les steaks hachés, déjà que c'est cher, là on voit 11% d'augmentation. La progression est similaire pour la farine. Bon, la farine, on n'en mange pas trop, nous, normalement. Et pour les huiles, 10%. Alors, mais les huiles, j'aimerais bien savoir quelles sont les huiles, parce que l'huile d'olive, c'est plutôt relativement local, en tout cas en France, bord de la Méditerranée, Espagne, Italie, etc. Enfin, on en a quand même à proximité, quoi. Après, ensuite, on a le café. Donc, le café a augmenté de 8,2%. Donc, ça, c'est pas rien. 8,2% pour le café. Vous savez une chose, c'est que le café, c'est quelque chose de très... c'est une industrie monstrueuse, le café. Et 8,2% d'augmentation des prix du café, c'est vraiment énorme, quoi. Après, on a la semoule à 7,5%, le beurre 5,4%, la volaille 4,7% et les œufs 3,9%. Donc globalement, on voit quand même que nous, ceux qui suivent une approche alimentaire un petit peu marginale, on va dire, un petit peu fitness comme nous on peut faire, on est impacté, mais pas sur l'intégralité des choses, puisque par exemple la semoule, le beurre, globalement on en mange peu ou pas. Les cafés, il y a certains oui, certains non, certains sont team thé, d'autres team café. La volaille oui, les œufs oui, le bœuf oui. Les huiles, encore une fois, j'aimerais bien savoir quelles sont les huiles, parce que de mémoire c'était que de l'huile de tournesol. Il me semble pas que l'huile d'olive ait été impactée sévèrement de ce côté-là. Après, j'ai pas fait de recherche plus poussée que ça, mais bon, globalement on a quand même le panier de courses qui augmente entre 10 et 5%, quoi. Donc c'est pas rien.
Et c'est pour ça que j'aimerais vous donner deux, trois petits tuyaux, en attendant que tout ça se régule un petit peu. Déjà de commencer de temps en temps, d'augmenter un petit peu la fréquence des petits poissons, par exemple maquereau. Alors j'allais dire le thon n'est pas un petit poisson, c'est vendu dans une petite boîte, mais ça n'est pas un petit poisson. Mais le maquereau, le hareng, les sardines, les choses comme ça, les petits poissons gras. Après un petit peu de thon, pourquoi pas, d'essayer de se tourner vers des viandes qu'on n'a pas l'habitude de consommer mais qui sont moins chères au kilo. Donc regardez le veau, l'agneau, le porc même pour ceux qui en consomment, d'essayer de trouver des viandes même maigres, un rôti de porc par exemple, c'est relativement maigre, c'est pas très gras et le prix au kilo sera peut-être un petit peu plus faible et donc ça vous permettra un petit peu de réguler de manière à avoir un panier de courses pas trop élevé, parce que c'est vrai que 10% de plus, ça commence à faire, quoi. Si vous faites les courses une fois par semaine, ça commence à faire une hausse assez conséquente du budget alimentaire, quoi. Donc ce genre d'astuce, et c'est vrai qu'après, pour ceux, logiquement, qui consomment des glucides sous forme de semoule, de blé, etc. Essayez de plutôt vous tourner vers des riz, peut-être un peu de patates douces, des fruits pour essayer de tamponner ça, quoi, plutôt que de rester essentiellement sur les aliments qui augmentent, tout simplement. Enfin là, en tout cas, je vous les ai partagés. Alors eux, ils parlent d'un plan de résilience. Ils disent que la guerre en Ukraine a amplifié un phénomène déjà prégnant, de progression généralisée des cours du pétrole, du gaz, des céréales, des huiles, du transport et des emballages. À cela s'ajoute la grippe aviaire. Bon, ben voilà, ce que je disais tout à l'heure. Et bon, bref, c'est plusieurs facteurs qui sont... Mais bon, encore une fois, personne n'est devin. On ne sait pas comment on sortira de ce bazar là, mais au lieu d'attendre que ça baisse et de vous saigner le portefeuille, moi je vous recommande de changer un petit peu les sources de protéines, les sources de glucides pour essayer d'équilibrer. Il n'y a pas que le poulet, comme vous vous rappelez ce qu'on disait avant, il n'y a pas que c'était quoi ? Il n'y a pas que le riz et les pâtes dans la vie, il y avait Ebly, c'était le slogan publicitaire d'Ebly. Et ben nous on peut dire il n'y a pas que le poulet et le bœuf dans la vie, il y a, je sais pas moi, les sardines, le thon, le cabillaud, les fruits de mer, enfin voilà, on peut essayer d'un petit peu trouver ailleurs des sources de protéines similaires, de qualité similaire, voire peut-être même meilleures pour certains, quoi. Pour certaines, pardon. Bon, deuxième sujet, on va parler de la nature. Alors au niveau de la nature, qu'est-ce qu'on avait à dire là-dessus ? Alors le titre c'est de l'article que j'avais trouvé, c'est 2 heures dans la nature chaque semaine pour aller mieux. Alors pour aller mieux, c'est apparemment dans diverses catégories parties de la vie. Alors je sais pas si on dit l'édito, l'introduction d'article, c'est de nombreuses études l'ont déjà suggéré, se sentir connecté avec la nature améliore le bien-être. Visiblement, de nouveaux travaux le confirment. Au contact de la nature, nous mangeons mieux et nous réfléchissons mieux. C'est marrant ça, de mieux manger au contact de la nature. Après, c'est pas étonnant. On va voir pourquoi. Alors, ils disent que 2 heures de nature par semaine, ce qui est pas énorme, 2 heures de nature par semaine, c'est ce qui pourrait figurer bientôt sur l'ordonnance dressée par votre médecin. Alors, c'est déjà le cas au Canada, visiblement, parce que la nature a le pouvoir incroyable de nous faire du bien, et des chercheurs de l'université Drexel, donc c'est aux États-Unis, confirment une fois de plus aujourd'hui, selon eux, les personnes en relation avec la nature ont un régime alimentaire plus sain et plus vert, comprenez à base de plus de fruits et légumes que les autres. Alors ils disent que les chercheurs soulignent que leurs résultats mettent en lumière comment un rapport à la nature restaurée pourrait ramener les populations à une alimentation plus équilibrée. Alors ils conseillent ainsi d'intégrer plus d'espaces verts au paysage urbain, mais aussi de faire entrer la nature dans les salles de classe, et même de commencer à prescrire des sorties au grand air, ou au moins dans des parcs. Ouais. De faire un peu plus que les classes vertes, quoi, j'imagine.
Alors ils parlent d'alimentation et santé mentale, alors ils disent, mais ils reconnaissent aussi que les choses pourraient s'avérer plus complexes que ça, les bienfaits à tirer de la nature pourraient aussi dépendre de la culture, de l'histoire, ainsi que des facteurs socio-économiques qui lient les communautés à la nature d'une part et à l'alimentation d'autre part. Moi, je vois là-dedans, disons qu'une personne moins stressée, forcément, aura moins besoin de tamponner son stress par quelque chose de plaisant. L'alimentation étant quand même quelque chose d'immédiat et de presque, c'est quelque chose que l'on partage tous, c'est-à-dire que se faire plaisir avec la nourriture, on sait tous le faire, chacun avec nos goûts personnels, mais on sait tous se faire plaisir avec l'alimentation. Et c'est vrai que l'alimentation, lorsque l'on traverse des périodes difficiles, que ce soit du stress au travail ou peu importe, l'alimentation est une façon simple de se faire plaisir, de tamponner la négativité en fait. Étant donné que la nature a montré qu'elle permettait de baisser le niveau de stress, de soucis, d'anxiété, etc., forcément, si on va en nature, on est moins stressé. Donc si on est moins stressé, on a moins besoin de tamponner son stress par la nature, par la nutrition, lapsus, pardon. Donc on voit bien que là, et c'est général, c'est-à-dire que c'est pas certaines personnes qui en profitent et pas d'autres. C'est tout le monde. Ça veut pas dire que tout le monde apprécie la nature, hein. Mais par contre, physiologiquement, tout le monde en profite. C'est-à-dire que consciemment, on ne va pas tous en profiter, c'est-à-dire que consciemment, certains aiment ça, d'autres non, se profiter de la nature. Mais par contre, physiologiquement, les réponses au niveau du stress, au niveau, on va dire même mental, mais sans être connecté à la conscience, c'est général en fait, hein. Et ça, il l'avait vu. Je crois que j'avais lu une étude où j'avais entendu une étude où ils mettaient des plantes vertes dans des chambres d'hôpital sur tous les gens qui avaient subi une appendicectomie, voilà. Donc voilà, qui se remettaient d'une opération après une crise d'appendicite, j'imagine. Ceux qui avaient eu une plante verte dans la chambre d'hôpital avaient eu une remise sur pied et plus rapide et moins de douleur. Alors c'était, je ne sais plus si c'était comme ça que ça s'était passé exactement, mais les grandes lignes c'était ça en fait. Ça se passait mieux quand les gens avaient accès à du vert, de la verdure quoi. Donc eux ils parlent de justement traverser plus régulièrement la forêt, etc. Alors vous avez quelque chose qui est intéressant. Là par exemple, ils disent une chute significative du taux de cortisol. Donc la chercheuse précise que les participants étaient libres de choisir l'heure de la journée, la durée et le lieu de l'expérience dans la nature. Les auteurs leur ont quand même imposé quelques contraintes, donc passer ce temps en pleine nature 2 jours, donc durant la journée, sans faire de sport au même moment et éviter d'utiliser son smartphone pendant ce moment privilégié. Oui, parce qu'évidemment, si vous vous dites cool, la nature c'est cool, donc entre midi et 2 je vais prendre mon déjeuner dans le parc, mais que vous êtes assis sur un banc et la tronche dans un smartphone, c'est pas forcément quelque chose de très intelligent. Donc les résultats ont montré que seulement 20 minutes suffisent à réduire de manière significative le taux de cortisol. Peu importe qu'il s'agisse de marcher ou de rester assis à contempler la nature. La dose de nature la plus efficace semble comprise entre 20 et 30 minutes, car cette durée faisait chuter efficacement le taux de cortisol. Au-delà, il y avait aussi des bénéfices, mais qui augmentaient plus lentement. Donc plus on y reste, mieux c'est, j'imagine. En tout cas, entre 20 et 30 minutes, ça peut être intéressant d'aller marcher dans la nature et pas en ville, quoi. Et pour rappel, le taux de cortisol, si on le fait baisser, c'est moins de rétention d'eau, c'est moins de graisse au niveau du ventre. Donc ça agit aussi justement sur maigrir plus sans faire d'effort. C'est un peu le titre du podcast. Pourquoi ? Parce que l'effort n'est pas physique, mais l'effort est juste d'aller se mettre au milieu de la nature, quoi. 20 à 30 minutes, c'est pas énorme. Après, je pense que l'effort pour beaucoup
c'est pas forcément de marcher en nature, c'est pas forcément d'aller dans la nature. Le plus gros des efforts, ça va être de ne pas utiliser son téléphone durant ces 20 à 30 minutes. Et ça, c'est vrai que... Mais bon, je pense quand même que... Enfin, j'en suis pas sûr d'ailleurs. J'allais dire, vous pouvez peut-être écouter un podcast, mais essayez d'avoir qu'une oreillette sur deux, si vous écoutez un podcast, de manière à quand même avoir un petit peu les sons des oiseaux, etc., qui viennent vous titiller, quoi. Parce qu'il est probable aussi que ce soit lié au son, quoi. Donc voilà, et c'est vrai que c'est pour ça que par rapport à la nutrition, moi je trouve ça toujours intéressant de voir à quel point justement les choix alimentaires, c'est conditionné non pas par... Vous savez, on a tendance à dire souvent... Oui, c'est de la motivation, il faut de la motivation, il faut de la volonté, il faut avoir une discipline et tout pour suivre un régime. C'est vrai, mais pas comme on l'entend en fait. C'est-à-dire qu'il en faut un peu pour juste faire les bons choix, mais c'est pas quelque chose d'insurmontable. Ce qu'il faut surtout, c'est essayer de comprendre les moments où on va manger uniquement sous forme émotionnelle. C'est-à-dire sous forme d'ennui, de colère, enfin de tampon pour l'ennui, pour la colère, pour tout un tas d'émotions négatives comme ça. Et même la joie parfois, l'excès de joie peut faire trop manger. Et d'essayer de voir pourquoi on a régulièrement des moments de ce type d'émotions dans la journée, d'essayer plutôt de comprendre et de les gérer, parce que c'est finalement ce qui va conduire à une baisse après d'une réaction tampon au niveau de la nutrition, quoi. Voilà pour ce sujet. Alors, la question que j'avais reçue d'un auditeur, alors cet auditeur me disait: bonjour, merci pour toutes les connaissances partagées. Je suis très reconnaissant de votre travail de recherche. Je me permets de vous proposer un sujet qui me concerne. Donc après avoir mangé, je ressens une chaleur corporelle, notamment au niveau du visage qui rougit. Je ressens également de la fatigue physique. J'ai une alimentation qui est équilibrée et ne consomme pas d'alcool. Quels seraient les gestes à faire ou à proscrire? Quelle crème pour visage appliquer pour les rougeurs ou hydratant journalier? Merci. Alors, crème, là, de ce côté-là, oublie-moi, parce que j'y connais strictement rien, et ça n'est pas du tout mon domaine. Tout ce qui est de l'ordre cosmétique, dermatologique et tout, ça n'est pas du tout mon rayon, je n'y connais rien. J'ai fait zéro recherche là-dessus. Là, pour le coup, va voir un dermato, peut-être... ça sera beaucoup plus parlant que moi. Par contre, au niveau alimentaire, il est possible, je dis bien possible, que tu fasses une forme de petite réaction allergique, et ça, il ne faut pas éviter cette piste, à certains aliments. Donc essaie de noter. Donc la meilleure solution pour toi déjà, c'est de tenir un journal. Pourquoi ? Parce qu'il va te servir déjà dans un premier temps à toi, dans un deuxième temps aux spécialistes de santé que tu vas aller voir. Parce qu'à un moment donné, peut-être que tu iras voir un professionnel de la santé pour ça, et tu pourras lui donner des informations. De tenir un journal, c'est comment il faut faire. Très simple. Dès que tu as des crises comme ça, où tu as les rougeurs et la fatigue physique, tu notes immédiatement ce que tu as mangé à ton dernier repas. Donc tu notes ce que tu as mangé, est-ce qu'il y avait, est-ce que tu as mangé, et marque pas poisson ou viande, féculent, dessert, sois précis. C'est-à-dire, tu inscris bœuf, par exemple si c'est du bœuf, pâtes et salade, vinaigrette avec huile de tournesol, huile de machin ou huile d'olive, sois précis. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la prochaine crise, tu vas reprendre ton journal et renoter. Tu vas marquer crise numéro 2. Et tu vas, pareil, détailler exactement ce que tu as fait. Puis crise numéro 3. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir isoler probablement des répétitions. C'est-à-dire que peut-être que toi, tu verras que quand tu fais une vinaigrette avec du vinaigre de cidre, ou que tu as des œufs, ou que tu as un type de poisson, ou que tu as un type de féculent particulier, eh bien,
cette réaction revient. Le visage rougit, la fatigue physique est là. Si tu vas voir un médecin et que tu lui dis ça, visage qui rougit et fatigue physique, il peut te dire assez simplement que ça ressemble à une petite réaction allergique. Ou alors que c'est dans la tête. Mais ça ressemble quand même à quelque chose d'allergique. Donc déjà, par précaution, va voir ton médecin. Va voir ton médecin, tu lui en parles, peut-être qu'il t'orientera vers... Mais la logique me paraît bizarre. Si après manger, avoir besoin de mettre une crème sur le visage après manger, je trouve ça étrange. C'est pas, c'est un peu un cache-misère. L'idée étant de ne pas avoir de réaction comme ça après manger. Ça n'est pas normal en fait, d'avoir une réaction comme ça. Donc faut pas chercher à mettre une crème pour plus l'avoir, parce que ta crème ne fera rien sur la fatigue physique. Donc voilà. Après, est-ce que c'est une hausse du métabolisme très violente parce que tu es tout le temps au régime et que c'est quand tu manges par exemple des glucides que tu fais une recharge, donc du coup tu transpires beaucoup, tu as le cœur qui bat et tout, ça c'est classique, c'est-à-dire que quand on est au régime, on mange peu de glucides et que d'un coup on fait une orgie alimentaire, des excès alimentaires ou même un rebond un peu fort, derrière le métabolisme il a tendance à taper un peu fort, quoi. Donc on a chaud, on peut un peu plus transpirer, mais en règle générale on n'a pas forcément la fatigue physique. Ça peut un peu écraser juste après le repas, comme tout le monde, mais après on a plutôt parfois du mal à se poser, quoi. Voilà. Donc voilà un peu les conseils que je peux te donner par rapport à ce que tu m'as posé comme question. Voilà. Ensuite, je sais que pas mal d'entre vous sont en train de préparer et ont commencé à préparer leur sèche pour cet été. Et justement, je vous ai proposé des nouveaux outils que vous pouvez retrouver dans les notes du podcast. Donc ça s'appelle Sécher pour l'été, les nouveaux outils. Vous allez pouvoir aller regarder ça. Donc vous avez une vidéo qui dure à peu près 1 heure et un PDF avec des tas de notes. Donc allez voir, vous pouvez cliquer, vous avez le lien, je vous l'ai mis en gras là dans les notes du podcast. Comme ça au moins vous pouvez y accéder, ça s'appelle Sécher pour l'été, les nouveaux outils. Peut-être que vous l'avez eu par mail aussi, allez voir vos spams au cas où, parce que des fois ça tombe en spam. Donc allez voir vos mails, je l'ai envoyé normalement dimanche, donc il y a 2 jours pour vous, et allez jeter un œil, quoi. Voilà. Donc surtout si vous préparez une sèche, si vous avez envie d'avoir une technique pas trop désagréable pour affiner un peu la taille pour cet été, de révéler un peu mieux vos abdos, c'est des nouvelles connaissances que j'ai mis en accès pour vous depuis dimanche matin. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite si vous nous rejoignez, et sinon à la semaine prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici.
très bonne fin de journée à tous.